Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, c'est un voyage entre la pureté des montagnes et l'art de vivre à la provençale que nous vous proposons. Au cœur des Alpes de Haute-Provence, les paysages, chers à l'écrivain Jean Giono, sauront vous transporter au cœur d'un patrimoine d'une incroyable diversité. Dans la vallée du Verdon, vous découvrirez des paysages dignes des plus belles plages du Pacifique. On se croirait vraiment au bout du monde, là. Trop beau. Et les cathédrales de roche de la forêt d'Anote, où se mélangent légendes et histoires millénaires. Dans le village perché de Simiane-la-Rotonde, vous serez ébloui par la beauté du joyau qui domine la petite cité depuis le XIIe siècle. Dans la vallée de l'Ubaye, vous découvrirez l'histoire passionnante de Barcelonnette et de son architecture étonnante. Mais vous rencontrerez surtout des passionnés qui font vivre leur village au rythme de leur bonne humeur. Santé. Au final, vous serez surpris tant par les trésors que cachent ces paysages que par ceux qui les habitent. Notre voyage commence dans les hautes montagnes de l'Ubaye. Tantôt habillées par la neige, tantôt recouvertes de pâture, elles offrent un paysage sans cesse différent, qui ne laisse pas de glace, Carole Prost. Cette Lyonnaise d'origine a ouvert des hébergements insolites en plein cœur de cette nature incroyablement préservée. Je suis arrivée dans la vallée du Bail il y a 14 ans. On m'a dit passe un hiver et on verra. J'en ai passé 14, je suis encore pas repartie. Je suis tombée amoureuse de cette vallée qui est encore, je trouve, très sauvage, exceptionnelle, la montagne, la rivière, les animaux. Et en fait, j'essaye de faire partager ma passion à travers mes hébergements, mes cueillettes et de transmettre ça aux gens de passage, que les gens repartent avec des souvenirs et l'Ubaye dans leur cœur en fait. Si Carole aime partager avec ses hôtes ses petits coins secrets, il reste encore quelques endroits qu'elle n'a pas eu le temps de découvrir, comme la cité fortifiée de Colmar-les-Alpes, nichée en fond de vallée. Elle y retrouve Julie Emmerich, une historienne passionnée qui se bat pour préserver le patrimoine de ce village de caractère. Et c'est dans le petit marché local, au pied des remparts, que les deux jeunes femmes commencent leur visite. Bon, avant d'entrer dans le village, je te fais faire un tour du marché. Oh Daniel, mais il y a l'Ubaye, il y a Ubaye à Colmar. Je te fais un petit bisou. Ça va? Ça va et toi? Bah oui, bon ça bosse un peu à Colmar. Bon bah travaille bien, je reviendrai te voir plus tard. Alors là, on rentre dans le village par la porte de France, qui est une des deux portes de Colmar. C'est impressionnant. Julie, je suis vraiment très curieuse que tu m'emmènes dans ce village et de pouvoir marcher sur les vieilles pierres. Des vieilles pierres qui sont en effet chargées d'histoire. À la fin du XIVe siècle, Colmar devient ville frontière du comté de Provence et s'entoure de remparts. Des fortifications qui seront aménagées jusqu'au XVIIe siècle par l'architecte de Louis XIV, Vauban. Donc là, on est sur le chemin de ronde, c'est ça, Julie? Absolument, on circule sur le chemin de ronde. Donc le chemin de ronde, il existait déjà au Moyen-Âge. Et puis à l'époque de Vauban, on va le réaménager complètement et puis on va ouvrir donc ces embrasures à fusil. À l'époque, c'était de simples créneaux. Donc là, on va y mettre des embrasures à fusil pour protéger la place.
Donc là, on a marché sur le chemin de ronde, mais qui dit fortification dit tour aussi, j'imagine. Absolument, hein. Tu avais au Moyen-Âge 8 tours qui défendaient Colmar, des tours carrées, comme on peut voir là. Le clocher, en fait, hein, c'est une ancienne tour médiévale. En période de paix, il faisait office de clocher. En période de conflit, il reprenait sa fonction défensive, on va dire, avec effectivement des petites meurtrières qu'on voit encore sur le bas du clocher. Et puis, au 19e, il va être surélevé 2 fois pour que le son de cloche projette mieux dans la vallée et soit plus audible des habitants des hameaux qui dépendent de Colmar. Ouais. D'accord. Pour renforcer la frontière avec le duché de Savoie, Vauban préconise la construction de 2 forts qui surplombent le village. L'imposant fort de Savoie, exposé en première ligne, est aujourd'hui devenu l'emblème de Colmar. Pourtant, Julie a choisi d'emmener Carole dans les coulisses moins connues du 2e fort. Le fort de France fut construit en 3 ans par les soldats de l'armée de Louis XIV. Ce lieu est aujourd'hui devenu le combat de Julie, qui veut redonner ses lettres de noblesse au majestueux bâtiment militaire. Ça fait 40 ans qu'il est fermé au public, même pour les colmartiens eux-mêmes. Et donc, je me suis fait l'effort de le réouvrir dans le cadre de visites guidées plutôt récemment. Bien. Et voilà, ouais, j'essaie de le valoriser un petit peu parce que c'est un endroit pour moi particulier. J'imagine que même des villageois sont curieux de pouvoir re-rentrer dedans. Absolument, oui. Il y a des gens qui, enfants, venaient jouer dans le Fort de France quand il était encore ouvert en visite libre. Hein, Qui l'ont redécouvert et qui l'ont grâce à toi. redécouvert en ma compagnie. Ouais. Ah, Donc c'était des moments plutôt agréables à vivre. c'est super. Clous martelés quand même. Mhm. Ils sont forgés. Alors là, on circule sur le chemin de ronde à Canon. Hein. D'ailleurs, tu as des embrasures à Canon qui permettent en fait d'avoir un panorama complet de la vallée. D'accord. Ah oui, je comprends mieux la place stratégique pour défendre le village. Absolument, ouais. Ah ouais. Quand même, hein. On sent le poids de l'histoire, là. Hein. On marche où les soldats ont marché. Ah bah ça, c'est sûr. Ouais. C'est quand même très chouette que tu fasses passer maintenant de génération en génération aussi cette histoire. Ah bah c'est le but de tous ceux qui sont animés de la passion de l'histoire et du patrimoine en général, de le transmettre. Mhm. Ce n'est plus au pied des montagnes du Val d'Alos, mais à leur sommet que Carole a maintenant décidé de se rendre, près de Seynes-les-Alpes et du lac Noir, bien connu des randonneurs. C'est avec Stéphane Meuriot, accompagnateur en montagne, et un guide atypique à 4 pattes, qu'elle va randonner dans les paysages à couper le souffle. Bon, tu m'emmènes où? Eh bien, je t'emmène dans un endroit que j'aime beaucoup. C'est une rando familiale, c'est vraiment un endroit qui est accessible. Alors là, on est un petit peu hors saison, donc on peut le faire à pied tranquillement et on peut aussi y accéder par télésiège. Steph, le dénivelé là, on va grimper C'est un beaucoup. petit dénivelé, c'est un petit dénivelé, on va faire 300 mètres et on va monter à 2200 à peu près, donc Avec une météo. avec une Formidable. météo formidable. Ça va être magique. Oui, ça va être très bien. Stéphane réserve à Carole une pause déjeuner dans un cadre paradisiaque. Et pour l'aider à porter sa surprise, il a fait appel à Emmanuelle Vors, éleveuse, et à sa mule Malika, un animal qui était l'emblème de la région jusqu'au milieu du XXe siècle pour sa robustesse. Bah, Emmanuel, ta mule, Malika, elle marche super bien là, malgré le terrain un peu escarpé de montagne. Oui, tu as vu comme elle est à l'aise dans les petits sentiers? Ouais, j'ai vu ça. Mais il y avait une histoire aussi économique dans le temps sur Seynes, je crois, par rapport aux mules et aux mulets. Oui, la mule dans le pays de Seynes, c'est pas du tout par hasard. À la fois, c'était un berceau d'élevage qui était très réputé. C'était le 2e, voire le 1er en France. Les gens venaient de loin pour chercher acheter des mules. Donc un berceau d'élevage et aussi une plateforme de commerce liée à cet animal, qui est spécifiquement adapté à la montagne. C'était vraiment une force de travail. Je la trouve magnifique et ça montre voilà, que la mule ou le mulet qui peut avoir une réputation finalement négative, c'est une belle bête et que ça peut servir dans nos terrains un peu escarpés, quoi. On y retourne? Allez, c'est parti. Cette tradition mulassière se perpétue aujourd'hui dans la région, où des concours de mules sont organisés chaque année depuis 1923. Mais les mules ne sont pas la seule richesse de cette région montagnarde. On y trouve d'autres trésors auxquels Stéphane entend bien initier Carole. Ce qui est intéressant, c'est le côté Alpes
et Provence, puisqu'on va trouver autant du genépi ici que de l'ail. Je vais te faire découvrir ça dans un instant, puisqu'on a de l'ail des vignes qui pousse ici. Alors, à la recherche de l'ail des vignes. On est typiquement dans les terrains où on va retrouver un peu cette plante. On a de la menthe. L'ail des vignes, c'est assez intéressant. Il y en a par là On arrive à faire quelque chose de plutôt sympa. Tu vois, ça pousse en petites touffes comme ça, qu'on va découper en petits morceaux. Et avec un petit peu d'huile, avec quelques aromates aussi. Mais après, Donc accru comme l'ail des ours. accru, ouais, exactement. Tu veux goûter? Je veux bien, parce que l'ail des ours, je connais, mais ça, non. Alors? Pas mal. Eh oui. C'est une ressource qu'on a juste à côté de nous, donc on en a tout profite. ce qu'il faut ici, hein. Et bien sûr. Voilà. On continue? On continue. Allez. Même Malika se régale des délices de l'Ubaye. Et bienvenue au col bas. Voilà. Ah, c'est Qu'on magnifique. appelle également le col de Provence. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur le côté pastoral. Voilà. Changement de paysage. Très, très beau. Encore quelques efforts pour Carole au milieu de ce panorama spectaculaire qui aboutit sur les beautés du lac Noir. Et voici notre récompense, le fameux lac Noir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais C'est très chouette. ça vous plaît? Enfin, on oui. arrive. Ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. C'est vraiment très, très beau. Bon, et on n'a pas une autre récompense, un Je petit vais voir si j'ai quelque chose qui quelque traîne un chose petit à peu dans le sac. grignoter, un petit ravitaillement. Vous avez faim? Oui. Si vous voulez, on peut faire une petite pause ici. Je pense que le balcon est plutôt agréable. Allez, on s'installe par ici, ça vous va? Et on a l'air pas mal. Hop, allez, petite spécialité locale. On va préparer un petit fromage, une petite tome de pays, avec quelques herbes bien de chez nous. Je reconnais ce fromage, mais dis-nous quand même ce que c'est. Et écoute, c'est une tome de l'Ubaye qui a été préparée au genépi. Donc déjà, en elle-même, elle a pas mal de goût. Et quelques petites herbes qu'on va rajouter dedans. Alors, qu'est-ce que tu mets dans ton fromage? Écoute, c'est un petit peu au gré des balades, un peu en fonction de ce qu'on trouve. Là, on a trouvé tout à l'heure de l'ail des vignes. Tout simple, hein. Il suffit d'émincer et puis de donner un peu quelques couleurs au fromage. Et puis, j'avais trouvé aussi un peu de romarin. Je suis sûre qu'il est meilleur à cet endroit-là. C'est quand même magique de manger un fromage de la vallée Eh bien, écoute, tu vas me dans dire. un cadre pareil. Merci. Voilà. Emmanuel, Merci. je t'en prie. Pardon. Dans ce paysage de montagne, à l'hiver rigoureux, où seules les mules trouvaient la force de traverser les cols enneigés, une petite ville à l'ambiance totalement exotique détonne. L'architecture de certaines maisons de Barcelonnette contraste avec les traditionnels chalets de montagne. Ici, à la fin du 19e siècle, des Ubayens ayant fait fortune au Mexique dans l'industrie du textile font construire à leur retour plus d'une cinquantaine de somptueuses villas. Elles font aujourd'hui la renommée de Barcelonnette. Carole a décidé de découvrir cette aventure mexicaine hors du commun avec Hélène Homps, conservatrice du musée de la ville. Elle s'arrête devant l'une des plus anciennes maisons, la Villa Chabran. Elle est vraiment très coquette, celle-ci. Cette maison, si tu veux, est pittoresque, animée, décorative. Tu as l'introduction du bois, tu as l'introduction des produits céramiques. On fait de la fausse brique et tout ça, on rend la maison coquette. Nous, entre guillemets, dans notre langage populaire, on appelle ça les villas mexicaines, parce que c'est des gens de Barcelonnette qui sont revenus construire ces villas-là, mais qui n'ont rien de mexicaine finalement. Tout à fait. C'est l'architecture typique du 19e siècle, familière aux villes d'eau et aux stations thermales. L'originalité et l'exotisme ici, c'est qu'elles sont en altitude et que les propriétaires et les commanditaires sont les habitants de la vallée. Parmi toutes les maisons, l'une d'elles est devenue l'emblème de la ville, tant ses proportions et son architecture sont hors du commun. C'est la Villa Bleue, appelée ainsi pour la couleur de ses fenêtres. Pour Carole, c'est un véritable privilège que de pouvoir enfin la visiter.
J'imagine, Carole, que cette maison, ça fait très longtemps que tu rêves d'y rentrer. Ah bah j'ai dû passer 1000 fois devant sans pouvoir passer la porte, donc j'ai hâte parce que d'extérieur déjà elle est impressionnante. Donc pouvoir rentrer à l'intérieur et avoir tes explications, je suis surexcitée. À l'extérieur, tu as une enveloppe très colorée, voire bariolée. Et à l'intérieur, c'est la magie. Ah oui. Hein, C'est exceptionnel. impressionnant. Là, nous arrivons dans la pièce majeure, la pièce maîtresse de la maison. La mosaïque. Là, ça donne quand même des notes Mexique un peu, avec des formes qu'on retrouve sur les temples aztèques. Sinon, tu vois les rayons du soleil et qui accueillent des cylindres un peu partout, un peu tentaculaires, comme une pieuvre aussi, tu vois. Oui, parce que c'est vrai. ça vibre, ça bouge. Je vois le vitrail que je peux apercevoir de loin quand je passe en voiture dans la ville. Tu m'expliques un petit peu ce qu'il représente? Ah oui, parce que c'est une composition particulièrement emblématique de l'aventure de ces Ubaïens, entrepreneurs, commerçants et industriels du textile. Tu as donc au premier plan les métiers à tisser. Tu les aperçois avec les grands fils qui partent de part et d'autre, qui se croisent. À droite, tu as la silhouette monumentale du grand magasin dont était propriétaire le commanditaire de la villa, avec un travail de couverture, de toiture à la Haussmann. Et de l'autre côté, des usines avec des cheminées qui fument et qui montrent que l'activité était au rendez-vous. Donc c'est une pièce majeure. Une œuvre exceptionnelle que vous pourrez vous aussi découvrir, puisque la Villa Bleue, classée aux monuments historiques, sera bientôt ouverte aux visiteurs. Si dans la vallée de l'Ubaye, la construction des maisons s'est faite grâce à l'audace des architectes de l'époque, c'est pour partager un autre savoir-faire bien traditionnel que Carole se rend à quelques kilomètres de Barcelonnette. Et c'est avec son ami Robert Martin qu'elle va s'initier au geste des meuniers dans le moulin d'Abriès, qui appartient à la famille de Robert depuis 4 générations. Oui, le meunier est là. Hé Robert, comment ça va? Ah ben, ça va. Bonjour Carole. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Ah, ça c'est bien vrai, bien fait. Robert, je crois que déjà tu es le dernier meunier de la vallée, voire du département. Oui, je suis le dernier meunier à faire de la farine, à faire de la vraie farine, parce que mes blés sont des blés qui ont à peu près 100 ans d'âge, que j'ai ressemés. Et ces grains, ben, ils sont revenus et ils ont poussé. Quand je te vois, Robert, je me dis que tu as une santé de fer et que si tu as été nourri avec ta propre farine, je vais manger la même. Tu as raison, c'est vrai. Sinon, Robert, au niveau du savoir-faire, tu as quand même une pépite ici, mais toi-même. Tu as les gestes anciens. Moi, j'aimerais bien que tu mettes la bête en route et puis que tu me montres un petit peu tout ça, Eh bien, comment allez. ça fonctionne, Eh bien, allez. que je puisse comprendre le mécanisme. Tout d'abord, eh bien là, je monte la meule pour Oui. tout de suite mettre en route. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va aller mettre l'eau, parce que c'est un moulin en eau, et on va aller voir gicler l'eau sur les augets, sur cette roue qui s'appelle un roudé. Si c'est charmant, ce bruit. Et c'est un bruit que j'ai depuis tout le temps. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on va aller voir la roue qui va s'élancer tout doucement. Ah oui, ça l'actionne. Voilà, ça actionne la roue. Et qu'est-ce que ça actionne? La meule meule. de dessus. C'est magique ici. Hein. Ah oui. C'est Voilà. vraiment très beau. Et ensuite, je vais mettre le grain qui est là-haut, Dans le silo, voilà, qui est dans la trémie qu'on appelle. Ce grain va se faufiler entre les deux meules et va être écrasé. donc tout est manuel, Robert. Il n'y a rien de mécanique, Ah de oui. mécanisé. Ah, tout C'est est, toi qui actionne tout est manuel. Alors là, c'est toi qui vas travailler. Ah, avec plaisir. Moi, je vais écouter le tic-tac. écouter le bruit. Et dès que la meule va toucher celle de dessous, Oui. eh bien, tu vas relever. Donc, tu vas doucement comme ça. D'accord. Allez. Allez, doucement. Là, stop, remonte un peu. Voilà. Maintenant, on va aller voir ce que tu as fait, si tu as bien travaillé ou pas. Tu vois, et là, ce qu'on va faire, on va aller sentir la farine. Sens la farine. Mais j'ai senti déjà. Alors, pourquoi on sent la farine? Alors ça, Eh bien, pourquoi? Parce que si la meule avait touché celle de dessous, j'aurais senti le chaud. non, Pas la le farine griller. brûlée. Non, brûlée. Brûlée, Elle serait carrément. brûlée. Et ça Brûlée. sentirait le brûlé. Ah, bah là, c'est bon, hein.
Carole a décroché le droit de monter à l'étage. C'est l'antre secret du meunier où seuls quelques privilégiés peuvent pénétrer. Car c'est ici que se fabrique le meilleur de la farine. Ah, c'est... Et là, c'est magique. La farine complète arrive à l'intérieur. En tournant, ça passe à travers un tamis très fin. Et ce qu'on voit tomber s'appelle la fleur de farine. Alors, Donc le plus fin, le plus fin. Alors, pour les crêpes. voilà, pour les crêpes. Et là, tu vas mouiller ton doigt Je vais goûter. et tu vas goûter. Tu vas voir que c'est doux. C'est super beau. Ah ouais, attends, j'en reprends. Voilà. Et cette farine va faire les crêpes, va faire les pâtes fraîches, pas le pain. Ah, les pâtes aussi. Il est maintenant temps de goûter cette farine d'exception puisque Robert a préparé un pain fabriqué avec les délices de son moulin. Allez. Eh ben dis donc, quel honneur. Ouais. Ça fait envie. Santé. Très très bon. Un pain qui a du goût. Finalement, le savoir, il est là. Le final, il est là. Il Oui. est dans ce pain. Et j'en profite. Je te remercie, Robert. Notre escapade dans les Alpes de Haute-Provence se poursuit à l'ouest dans les paysages de collines, de champs de céréales et de lavande, chère à l'écrivain Jean Giono. C'est pour cette terre qui respire la Provence que Jean-Luc Bénard et sa femme ont quitté Calais il y a 40 ans. Depuis, cet amoureux de beaux paysages qui cultive des chênes sous lesquels poussent des truffes continue de s'émerveiller des richesses de ce territoire. On a vraiment découvert ce paysage et surtout l'ambiance, cette sérénité. Et c'est pour ça que on s'est installé là. Et si on y est resté, c'est parce qu'on s'y sentait bien. Ce petit coin, c'est vraiment mon coin de paradis. C'est justement dans un lieu qui symbolise le paradis, dans les jardins de l'abbaye de Val-Sainte, que Jean-Luc nous emmène. Sur cette terre aride et baignée de soleil, un jardin typique de la région a entièrement vu le jour grâce aux efforts du paysagiste Jean-Yves Maignan. C'est dans ce cadre ressourçant que les deux amis se retrouvent pour partager leur amour de la nature. Ça fait déjà pas mal d'années que je travaille et que j'implante des végétaux qui arrivent à résister dans ce milieu apparemment hostile, où il n'y a pas beaucoup de terre, où c'est extrêmement sec et sans arrosage. Et les herbes aromatiques aiment bien ce terrain, parce qu'il y a beaucoup quand même d'herbes aromatiques, le thym, Exactement, sarriette, là, si tu passes la main dans la sautoline, c'est extrêmement puissant. Et en fait, le dégagement d'essence est une des stratégies que utilisent ces plantes pour se protéger de la chaleur, parce qu'en fait, là, on ne le voit pas, mais il y a un spectre lumineux dégagé par ces essences qui renvoie les ultraviolets du soleil. Donc c'est une des raisons pour laquelle, quand il fait très très chaud, on a ce dégagement d'odeur qui est absolument fantastique. C'est une explosion de sens et des odeurs de Provence dont vous pourrez vous aussi vous délecter en vous baladant dans ce jardin. Alors un endroit que j'aime beaucoup, hein, le jardin sec, là, tout en rocaille, avec ses différences de niveau. Et puis voilà, c'est un agencement de plantes, toujours sans arrosage. C'est vraiment l'esprit du jardin. Ah, c'est l'avenir, ça. Si tout le monde avait un petit jardin comme ça, on ne serait pas embêté avec les pénuries d'eau. Et... Oui, certainement. Dans son jardin écologique, Jean-Yves a choisi de privilégier le naturel. Quand ses arbres sont malades, il les soigne avec des recettes maison à base d'huiles essentielles de la région. Une trouvaille à laquelle il va initier Jean-Luc. J'avais déjà préparé un petit peu les ustensiles et les ingrédients de base, hein, qu'on a normalement dans sa cuisine. Une huile végétale, là c'est du colza, ça pourrait être du tournesol. Un liquide vaisselle 100% végétal, hein, bien évidemment. On a de l'eau pour le mélange, l'huile essentielle qu'on a choisie. Alors la petite pipette pour doser des huiles essentielles. Voilà, là c'est le petit bâton mélangeur et voilà, on a sa petite coupelle graduée qui permet de faire les bonnes doses. Donc en fait, n'importe qui peut préparer ça. Exactement, c'est toi qui vas le faire. Je vais te dicter les étapes les unes après les autres, avec évidemment les dosages à respecter. Bien sûr. On part avec l'huile végétale. Donc Juste le fond, là, la juste le première fond. graduation va être à 5 ml. Hop, c'est bon. Alors maintenant les huiles essentielles, voilà. Ah, il y en a trop. Voilà, t'en rejettes un petit peu parce qu'il y en a trop, hop. Voilà, c'est bon. Tu vides dedans.
Vas-y, tu mélanges. Les huiles se mélangent entre elles. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais l'huile ne peut pas se mélanger dans l'eau. Donc maintenant, on va rajouter un élément de plus. C'est quelques gouttes de savon végétal. Donc tu vas mettre tu vas laisser vraiment 3 grosses gouttes tomber dedans. Encore un peu. Voilà. Ça suffit. Et de nouveau, tu mélanges pour que savon et huile, tu vas voir, ça fasse une émulsion. Ça blanchit. Alors quand c'est bien homogène, comme ça, c'est parfait. Tu rajoutes l'eau jusqu'au niveau quasi maximum de la petite coupelle. En fait, tu vois, moi, ça, je ne connaissais pas du tout. Hein. C'est vraiment une recette que je vais garder en tête. Voilà, ça n'a rien de très compliqué. C'est sûr. Bon, on va mettre ça en place. On y va. OK. Hein, on va aller voir l'arbre. Et c'est avec ce mélange d'huile essentielle de Golteri que Jean-Luc et Jean-Yves vont aller soigner un marronnier malade. Voilà un cas de figure où j'utilise ce fameux système de perfusion. Et ça, c'est le remède miracle, là. Un petit peu, ouais. C'est le marronnier, hein, dont on connaît le problème de la mineuse, hein, du papillon dans les feuilles. Donc tiens, tu vas tenir la petite préparation qu'on a fait. Je vais te montrer, c'est tout bête, hein. C'est une aiguille que l'on vient positionner dans le petit trou que j'ai fait donc à travers l'écorce. Donc vraiment, c'est quelques millimètres. Hein. Et le petit réservoir, il vient tout simplement se clipser sur l'aiguille. J'enlève le couvercle. Simplement, là, tu verses le contenu à l'intérieur. D'accord. Et en fait, eh bien, c'est la sève montante hein, qui circule derrière l'écorce qui va aspirer ce contenu. Et tout ça, en fait, à petite dose, hein, puisque tout ça va être véhiculé dans l'ensemble de la plante. Voilà, donc on referme. Et puis, les jours qui viennent, après, on vient surveiller. Entre 2 et 7 jours, le contenu est absorbé lorsqu'on est dans les conditions optimum. Et puis, on le fait qu'une fois dans l'année. Une seule fois. D'accord. Ah, donc, grâce à cette méthode, tu peux traiter beaucoup d'arbres et préserver la beauté des paysages, la beauté des arbres de notre région. Oui, avec cette technique-là, avec l'usage des huiles essentielles, hein, qui est quand même aussi une des valeurs de notre région, on peut aider à maintenir des végétaux. Ça, pour moi, c'est une conviction, bien évidemment, j'essaye de le démontrer. Si les arbres que Jean-Yves protège aujourd'hui permettent à ce paysage provençal de perdurer, les forêts ont eu une importance dans la région dès le Moyen-Âge. Et c'est d'ailleurs grâce à la vente de bois par les seigneurs locaux que le village médiéval de Simiane-la-Rotonde a pu prospérer jusqu'au XVIe siècle. La petite cité vit aujourd'hui au rythme paisible des cigales et des ruelles pentues. C'est pour en découvrir l'histoire que Jean-Luc retrouve la chargée du patrimoine de la ville. Olivia Brindle lui a donné rendez-vous sur la place de l'ancien marché qui date du XIVe siècle. Ouais, c'est vraiment magnifique. Moi, je m'en lance pas ici. Je viens pas souvent, mais j'ai tort. Et oui, en plus avec la lumière aujourd'hui. Ouais, tu as vu là-bas sur le Luberon, tu as le bas du village qui s'est agrandi vers le bas, comme tous les villages. Et oui, aujourd'hui, vraiment, le bas du village, le faubourg, c'est le centre de vie de Simiane, alors qu'au Moyen-Âge, c'était ce qui est derrière nous. Ce vieux village qu'on va découvrir ensemble. Eh oui, il va falloir remonter maintenant. Eh oui, mais c'est ce qui nous tient en forme. Alors tu vois Jean-Luc, en t'emmenant ici, je voulais te montrer ce qui fait la beauté du village. On a vraiment un patrimoine préservé, parce qu'on a toujours eu des forts remparts, et donc ça a toujours dissuadé les attaquants de s'en prendre au village. Et donc on a des belles portes d'hôtels particuliers que l'on peut observer encore aujourd'hui. Et regarde cette porte, hein, on est typiquement Renaissance, là, hein, 16e, 17e. Avec ce linteau en demi-lune, la feuille d'acanthe. Hein. Ah, on voit que c'est patiné, ça a vécu. Hein. Et oui, c'est la mémoire des pierres. Ah, elle est vraiment superbe. Allez, viens Jean-Luc, je vais te montrer un détail que j'aime beaucoup sur une façade de maison. Ah, bah là, c'est pas sur le portail qu'on s'arrête. Et non, on prend un peu de hauteur. Regarde ces volets. Tu vois ces petites ouvertures? Alors, quand on ferme les volets, ça servait à faire sortir une bestiole qu'on n'aime pas trop ici, mais qui est très présente, c'est les mouches. Ah bon? Oui. Donc, on fermait les volets, on laissait les petites ouvertures, et les mouches, attirées par la lumière, sortaient. Et c'était aussi un super moyen d'espionner la rue sans se faire voir. Oui, je crois que c'est surtout à ça que ça servait, hein. À espionner, non? Et tu sais comment ça s'appelle? Ah, pas du tout. Hein. Des mouchards. Des mouchards? Oui. Et d'où vient l'expression mouchard, de surveiller ou... Ah, ben sûrement. D'accord. Jean-Luc veut maintenant aller visiter la grande dame qui veille sur le village, la rotonde de l'un des plus anciens châteaux féodaux de Provence. Perchée au sommet de Simiane, la coupole se mérite.
Ah, ça fait 10 ans que j'étais pas venu, mais je vois que c'est toujours aussi dur. Hein. Mais tu vas voir, ça vaut le détour. J'en doute pas. Tu vas voir. Et voilà, les derniers mètres sont arrivés. Et l'entrée du château. Au XIIe siècle, les seigneurs de la famille Simian-Agou dominaient le village du haut de cette rotonde qui reste aujourd'hui le joyau du village. Et voilà la merveille. Wow. C'est sûr que c'est une salle qui en impose quand même. Et oui, hein, toujours aujourd'hui. Donc ça, c'est une salle qu'on date de la fin du XIIe siècle, hein, cette fameuse rotonde. Et c'était vraiment la salle de réception du château, là où le seigneur pouvait recevoir ses invités, exercer son pouvoir, et donc une salle de démonstration de ce pouvoir seigneurial à Simiane. Et il faut imaginer ici qu'on avait la résonance de la musique troubadour hein, au XIIe siècle, vraiment, qui explique aujourd'hui l'acoustique magnifique de cette salle également. Aujourd'hui, la salle vit encore au rythme des concerts et des expositions de peinture qui font perdurer cette magnifique coupole. Si la découverte de la rotonde de Simiane demande quelques efforts, c'est maintenant vers d'autres sommets que Jean-Luc a décidé de se rendre. Tout en haut de la montagne de Lure, le panorama offre une vue à couper le souffle sur tout le département. Ici, jusque dans les années 1960, les bergers venaient faire pâturer leurs troupeaux dans des paysages recouverts aujourd'hui de forêts de pins. Et c'est avec Pierre Payat, un guide qui connaît parfaitement la région, que Jean-Luc va découvrir les derniers témoins de ce passé agricole, les bergeries en pierre. Ah, c'est vraiment magnifique. Hein, c'est toi comme ça avec toutes les lauses. Ouais, c'est que de la pierre. Et donc il y a toujours 3 éléments hein, dans les bergeries. Ici, il y a la cabane du berger qu'on vient de voir. Là, c'est un autre annexe qui avait été fait un peu plus tard. La bergerie pour les moutons et toujours une citerne, parce que tu sais qu'il n'y a pas d'eau chez nous, pas en surface. Dans tout le sud de la montagne de Lure, il doit y avoir 4 sources. Et donc on récupérait l'eau des toits. Et c'est de l'eau de pluie qu'on fait boire aux bêtes et que les gens buvaient, enfin les bergers buvaient eux-mêmes. Voilà, ben, on va aller voir dedans quand même. Ouais. Vas-y. Ah, c'est vraiment magnifique. On n'a pas l'impression de l'extérieur que ce soit aussi haut. Non, pas aussi haut et même aussi profond, puisqu'elle est en partie enterrée. Au fond, on est pratiquement tout dans le sol. Ça, c'est ce qu'on appelle une voûte en coque de navire retournée. Oui, ça ressemble à une coque de navire retournée. C'est un vieux moyen de construction. Et donc, il y a plusieurs manières de construire des bergeries. Ça, c'en est une, c'est la façon de tunnel. Finalement, c'est juste des pierres empilées. C'est comme un tas, quoi. Mais un tas extrêmement malin, bien rangé. Ouais, c'est bien rangé. Ouais. Mais pour réussir à construire ces murs en pierre sèche, il fallait aux bergers de l'époque un savoir-faire qui allait au-delà du simple rangement. Car aucun ciment ne venait sceller les pierres de ces murs, solidement ancrées dans le temps. Donc je suppose que tous ces beaux paysages, ça inspirait des écrivains ou des cinéastes. Hein. Bien sûr, oui, des cinéastes, des écrivains, et en particulier Jean Giono, qui a vécu toute sa vie à Manos, comme tu sais. Au moins au début de sa carrière d'écrivain, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup sur les rapports de l'homme et de la nature. Et donc ici, évidemment, dans des endroits où il y a peu de population, des petits villages, il y a moyen aussi d'être beaucoup plus en relation avec le milieu naturel autour. Bon, moi, si je suis arrivé dans le pays, il y a presque 40 ans maintenant, c'est surtout pour ça, quoi. Ah ben, moi, c'est pour ça que je ne suis jamais parti, pour les mêmes raisons. En montagne, c'est la tradition. À chaque randonnée, sa dégustation de fromage local qui raconte à sa façon l'histoire de la région. Pierre a apporté un fromage de Banon qui se cache dans un écrin végétal. Voilà, les banans dans les feuilles. C'est des feuilles de quoi? De châtaignier.
Ici, les gens inventaient ça parce qu'il y avait un problème l'hiver. L'hiver, les chèvres n'ont pas de lait, comme tu sais. Et il fallait arriver à continuer à avoir du fromage tout l'hiver pour avoir des sources de protéines et simplement pour se nourrir. Et donc, les gens ici avaient trouvé qu'on pouvait emballer ces fromages dans des feuilles de châtaignier parce que la feuille de châtaignier est tannique. Elle va protéger en fait le fromage à l'intérieur et il va pas moisir, il va pas se dénaturer. Au contraire. On peut les goûter maintenant. Voilà, c'est pas tout d'en parler, il faut les goûter. Tu vois, il est quand même très crémeux à l'intérieur. Il a l'air déjà bien crémeux, oui. Voilà, bon attends, je m'en sers aussi. Voilà. Ça a marché aussi un petit peu. Ouais, puis on aime bien ça quand même. Comme disait Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors... En tout cas, ici, on est vraiment pas mal. Oui, on est pas mal. Pour déguster un petit banon, là. Écoute. On est vachement bien. En plus de ça, tu as vu, pas de miettes de vin, le soleil. Bon appétit. À toi aussi. Notre voyage en plein cœur des terres alpines se poursuit au sud du département, dans la vallée du Verdon, où la Provence verte oscille entre nature enchanteresse et petits villages de Provence. Castellane en est l'emblème. La ville perchée à flanc de colline est aux portes des gorges du Verdon. C'est le royaume d'Annabelle Chauvet, animatrice radio. L'enfant du pays réveille chaque jour la ville avec les nouvelles de la région. Radio Verdon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 9h30, nous allons passer cette matinée ensemble. Vous êtes en direct avec Annabelle jusqu'à 13h. Radio Verdon, la radio des pays du Verdon. Mon travail m'oblige à être curieuse de tout. Donc, je vais apprendre des choses sur la faune, la flore, les savoir-faire, l'histoire. Et chaque petit village est en général toujours ravi de me voir arriver et de me montrer les trésors de leur commune. Si elle connaît bien la région, il lui reste encore quelques pépites à explorer avec d'autres amoureux du territoire, aussi passionnés qu'elle. Aujourd'hui, c'est avec Éric Bélanger, accompagnateur de montagne, qu'elle a décidé de redécouvrir le plus grand canyon d'Europe, les gorges du Verdon. Ouais, Annabelle, alors je sais que tu connais la route des crêtes, mais je vais t'emmener dans un endroit peut-être que tu ignores. Tu risques d'avoir des belles sensations, un beau vertige. C'est des endroits comme ça où on a l'impression qu'on peut monter sur le dos des vautours. Je pense qu'on risque peut-être d'en apercevoir. Waouh! Ah, impressionné, hein, là. Hein, toujours impressionné. t'as vu ce regard là sur les gorges, là, depuis la falaise? Tu vois, 400 mètres, 500 mètres au-dessus de la rivière. Et tu vois les rochers, en fait, qui affleurent. Voilà, et on peut deviner les parois d'escalade. C'est un endroit qui a été fréquenté autrefois par les coupeurs de buis qui descendaient dans le Verdon, en fait, accrochés à une poulie, qui allait en fait récupérer les racines de buis pour confectionner des boules de pétanque, des boules cloutées, des guines. Voilà. Quand moi j'étais un petit peu plus jeune, on venait les soirs de pleine lune et on faisait les descentes en rappel. Là. D'accord, très bien. C'est un petit peu tendu parce qu'il faut le faire en plusieurs fois parce qu'il n'existe pas de corde de 800 mètres. Eh bien écoute, moi je préfère effectivement y aller tranquillement. On évite le rappel et puis on rejoindra le lac tranquillement. D'accord, on y va? T'as prévu un petit bateau? Ah mais j'ai prévu mieux que ça, en fait, une belle embarcation et on va faire une belle promenade sur le lac, tu vas voir. Allez. Eh bien c'est parti pour une belle balade sur la rivière du Verdon. C'est en direction du lac de Sainte-Croix que les deux passionnés vont continuer leur randonnée. Bon, imagine Annabelle, regarde, là on est en train de pagayer, tranquillement, sur une eau quand même relativement calme. Mais imagine les pionniers là, qui sont venus dans le canyon au début du XXe siècle, ce qu'ils ont dû endurer en fait pour faire la descente. Je ne sais pas si tu as vu les photos début du siècle. T'as les nanas avec leurs petites bottines, leurs petites robes qui descendaient les chemins escarpés avec les appareils photos sur trépied. Ah, moi j'adore, je trouve ça trop chouette. Ça, c'était de l'aventure. Une épopée haute en couleurs que les spéléologues Alfred-Édouard Martel et Isidore Blanc vécurent en 1905.
Les deux aventuriers partirent à la découverte du Grand Canyon du Verdon, à la recherche d'une nouvelle ressource en eau potable pour alimenter la Provence. Ils furent les premiers à parcourir l'intégralité du canyon. Les bateaux, tu sais, c'était des bateaux avec de la toile tendue encore. Et ils ont descendu toutes les gorges avec des bateaux en bois, avec de la toile tendue. Ça devait être une aventure complètement phénoménale. Avec des portages, enfin d'un autre côté, ça devait être magnifique. Ah oui, nous on le fait de manière aérée, on va dire légère, un petit peu sportive, mais pour eux c'était une aventure, hein. C'était pas du tourisme. Aujourd'hui, grâce aux découvertes des deux spéléologues, des visiteurs du monde entier viennent goûter aux délices de cette rivière aux multiples visages. Les traces là, sur la paroi, les rayures, ça vient de quoi? Alors en fait, imagine là, on est quand même dans un domaine sédimentaire, hein, c'est que du calcaire. Et tout ce que tu vois, toutes les couleurs, en fait, ce sont des concrétions qui sont formées avec des oxydes de métaux à l'intérieur. Alors, ok, le rouge c'est ferreux. Le rouge c'est ferreux, le vert c'est plutôt du cuivre, et puis tout ce qui est plutôt noir, gris foncé, c'est du manganèse. Voilà. Ah, c'est assez joli, hein, c'est ce qui donne d'ailleurs du caractère à ce canyon. Non mais regarde devant. Entre la couleur de l'eau, le ciel, la montagne, ça va, hein. On a plutôt de la chance. Hein. Encore quelques coups de rame pour Annabelle et Eric, et c'est la récompense. Les dégradés du lac de Sainte-Croix offrent un spectacle à couper le souffle sur plus de 12 km. Et c'est d'ailleurs la couleur vert émeraude de cette eau qui a donné son nom au Verdon. Absolument trop beau. Voilà, tu as le canyon, mais tu as aussi en fait au bord du lac de jolies petites criques. Il y a des petits coins comme ça, tu peux en trouver quelques-uns comme ça autour du lac. Ah, voilà Annabelle, l'endroit que je voulais te faire découvrir. Voilà, ces plages de galets et de sable blanc qui te font certainement penser à des îles perdues dans le Pacifique. C'est beau, c'est vraiment beau. On se croirait vraiment au bout du monde là. C'est fantastique, fantastique. Si les paysages du Verdon peuvent nous transporter bien loin de France, ils cachent aussi un passé ancré dans l'histoire du pays. Près du village d'Anotte, les noyers ont ainsi servi à la fabrication d'une recette emblématique de la région depuis le 19e siècle, les ravioles de courge à la sauce de noix qui ont fait la renommée du village. Jean-Louis Damon va initier Annabelle à cette recette. Jean-Louis ? Oui, je suis là. T'as commencé sans moi ? Ça va ? Ça va. Alors, tu m'apprends la recette des ravioles de courge ? De ravioles de courge. Allez, alors, c'est parti. Je suis en train de finir de mélanger ma courge avec 2 jaunes d'œufs et on met à peu près un demi-kilo de noix pilées. Alors la noix, on faisait de l'apéritif, on en fait toujours d'ailleurs avec, c'est très très bon. Et puis là, on la mélange pour les ravioles. Mais alors, quelle idée bizarre de mélanger noix et courge. C'est parce qu'à Note, ils étaient principalement producteurs de noix et de courge. Ils se sont dit, tiens, on va mettre la même chose. Les courges, tu sais très bien que ça ne vient pas d'Anote, ça vient des Américains. Bon, d'accord, c'est arrivé ici au 16e, 15e, 16e siècle. Et puis, ça a été rapidement adopté. Alors, les noix, et figure-toi que sur le pays d'Anote, il y avait des milliers de noix, tellement qu'il y avait 3 moulins à huile de noix. Et vers les années 1820, les marchands de bois allemands sont venus pour acheter les noyers, parce qu'ils avaient besoin de noyers pour leurs usines, pour fabriquer des crosses de fusils et de revolvers. Tu vois un peu. Mais là, c'est des noix qui viennent du coin, il y a des noyers qui ont été replantés ou des noyers sauvages qui restent un petit peu... Non, noyers sauvages, ça n'existe pas. Et le meilleur fourvoyeur de noyers, le meilleur planteur de noyers de partout, c'est qui ? C'est le corbeau. Parce que le corbeau, il a une petite tête, enfin, c'est ce qu'on dit, et quand il va prendre des noix pour les amener chez lui, ramener à ses petits ou les amener pour l'hiver, et au lieu d'en prendre 2 ou 3 dans le bec, il en met 5 ou 6. Et naturellement, quand il vole, il sème, il en tombe 1 ou 2 par là, et ça fait des nouveaux noyers. On a la farce, tu as déjà préparé la pâte. Oui. C'est une pâte à... C'est une pâte à nouilles.
Tu fais ça comme un pro? Comment t'as appris la recette? Oh ben la recette, tu sais, de tout petit, quand tu vois les vieux autour de toi, tu sais qu'en provençal, vieux, c'est pas péjoratif du tout. Hein. C'est vrai qu'il y a plein de mes ancêtres, des garçons qui faisaient aussi à manger. Alors là, c'est le moment fatidique, on va commencer à mettre notre farce. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pas peur, je mets les doigts dedans. Et donc, je fais un espèce de quadrillage. Voilà. Bon, alors maintenant, on va étaler tout ça le plus régulièrement possible. Hop, plim. Alors. On y va. Et là, il faut écraser pas mal. Ah, t'appuies fort, dis donc. Ben oui, il faut les couper, là. Doucement. Un peu du boulot, hein. Alors là, tu vois, c'est bien que tu sois là, parce qu'il faut toujours une aide pour faire ça. Attends, vas-y, tiens. J'ai un petit trou là-bas. Hop. Ça cuit longtemps? Ça bout. Alors, ça cuit longtemps, ça dépend. Entre 4 minutes et 20 minutes. Voilà. La fourchette est large, hein? Ah non, mais on goûte. Hein. Et t'en goûtes une à chaque rayonne, fois. parce que la rayonne, en provençal, c'est la rayonne. Allez, bon, on va déguster alors. On va déguster. C'est parti. Allez. Et on y va. Bon appétit. Les raioles de courge à la sauce de noix. Tiens, si ça te plaît, tiens, on reprend. Goûte. Ah ouais, c'est excellent. La noix prend le dessus. C'est super bon. C'est le poète Henri Blanc du Fugeret qui a écrit un poème de 64 strophes sur les raioles, hein, tu vois un peu. Je te dirai pas tout. Hein. Tout sur les raioles? Tout sur les raioles. Et alors il finit, merveilleusement, il finit « Ragoût divin, mais délectable, que ne connaissent point les rois, que j'aime à te voir à ma table, gonflé sous la sauce de noix. » Si les rois n'ont pas eu la chance de connaître cette recette typique de la région, ils ont pourtant donné leur nom à un lieu bien connu des habitants d'Anote. C'est à la recherche de la chambre du roi, tout en haut de la forêt d'Anote, qu'Annabelle retrouve Nathalie Lequet, une habituée de ces mystérieux chaos de roche. Les grès d'Anote, nous, on vient souvent avec mes enfants. C'est super, tu peux escalader de partout. Mais là, je suis sûre que tu vas me raconter plein de choses que moi, je connais pas. Tout à fait. Et puis, je vais te faire découvrir aussi peut-être la chambre du roi. Il y en a beaucoup qui passent à côté sans la trouver. C'est une petite cachette. Cette forêt de blocs de grès gigantesques fut habitée dès le IVe siècle. Des habitations semi-troglodytiques témoignent de ce passé lorsque les Anotins venaient trouver refuge sur les hauteurs du village. Et là, tu ne remarques rien, Annabelle? Des escaliers trop grands pour moi. Eh ouais. Tu as vu cette marche-là, elle est très haute. Alors, figure-toi que ces marches donnent accès au toit qui sert à l'abri sous roche qu'on va découvrir. Et la première marche, si elle était si haute, c'était pour éviter que les bêtes ne puissent grimper sur le toit. Et même, on peut imaginer que le sol était plus bas, donc il fallait un petit échelier pour pouvoir grimper accéder à la première marche. Mais là, on est dans un lotissement d'abris sous roche, c'est-à-dire qu'il y en a un ici, mais il y en a un petit peu partout. Oui, oui, oui. Figure-toi que sur le terrain uniquement d'Anote, il a été dénombré environ 130 abris sous roche, plus ou moins ruinés. Et donc les traces de ces abris, on peut encore les voir? Tout à fait. Tu me montres? Bien sûr, on y va. Ah, c'est super! Ça, j'avais jamais vu. C'est magnifique. C'était habité par une grande famille, j'imagine les bêtes en haut et ça montait comme ça? Les bêtes tout en bas, et c'est vrai qu'ils ont fait des trous pour mettre des poutres parce que le rocher n'était pas assez oblique et ne leur permettait pas d'avoir un grand toit. Donc on peut imaginer une avancée avec des bois et la gouttière. Ça, c'est la gouttière. La gouttière qui est superbe, qui est magnifique. Et ce que tu remarques, c'est qu'elle part bien du milieu de l'abri sous roche et elle vient mourir de chaque côté. On peut imaginer qu'il récupérait les eaux pluviales aussi.
Si les abris sous roche ont été habités pendant des siècles, d'autres endroits sont empreints de mystère, à mi-chemin entre histoire et légende. C'est le cas de la chambre du roi, où arrivent Annabelle et Nathalie. Allez Annabelle, encore un petit effort. Dans quelques mètres, on arrive enfin au cirque rocheux de la chambre du roi. Tu vas voir, c'est magnifique, on se sent tout petit. Waouh! Superbe. Ah, super impressionnant, hein, toujours. C'est majestueux. Là, c'est la chambre du roi? Non, pas exactement. Là, on est dans le cirque rocheux de la chambre du roi. La chambre du roi, elle est un petit peu plus loin, à gauche. C'était une cachette. Allez, on va trouver la chambre du roi. Tu vois, comme quoi, il n'y a pas que les hommes qui arrivent à construire des cathédrales. Hein. La nature aussi. Va être sur ta gauche. Sur ma gauche. Ça marche, je rampe? J'y vais? Eh oui, il faut ramper. Ben, c'était une sacrée bonne cachette, hein. Eh oui. Ils ne voulaient pas que les Sarrasins le trouvent, selon la légende. Waouh! On n'imagine pas du tout qu'il y a cette hauteur-là quand on passe par la toute petite embouchure. Incroyable. Il y a presque plus de 25 mètres de haut. C'était une sacrée cachette. Hein. C'est fabuleux. Dans cet empilement extraordinaire de roches, la légende dit qu'un grand seigneur aurait demandé asile au temps où les Sarrasins attaquaient la Basse-Provence. On lui offrit alors cette grotte féerique. La cathédrale de roche de la chambre du roi. Ah, merci Nathalie, c'est super. Mais je t'en prie. Ainsi s'achève notre voyage dans les Alpes de Haute-Provence. Un département qui vous séduira par ses multiples facettes et ses innombrables richesses.